Ici commence le jeu du mystère et de l'aventure, présenté par Jean-Luc et Maurice Renaud, qui vous prie d'écouter ce soir Coucou, une histoire policière d'Étienne Hervier, mise en onde par Pierre Billard et interprétée par Jean-Pierre Lituac, Becky Rosanès, Jeanne Dorival, Geneviève Morel, Albert Gercourt, Charlotte Clasis, Maurice Biraud, Pierre Olivier, Nelly Delmas, Jean Bollot, Roger Iglesias, Gaëton Jor, Jean-Charles Thibault, André Var, Raymond Pélissier, Jean-Claude Michel, Yves Duchâteau et Henri Crémieux dans le rôle de Mr. Towley. Bonjour, Mr. Towley. Mes respects, monsieur le pasteur. Quelle matinée splendide. Je ne crois pas avoir vu d'aussi beau printemps. Sauf peut-être l'année de mon mariage avec Margaret. Tous les printemps se ressemblent, Mr. Towley. Vous avez raison, monsieur le pasteur. C'est l'homme qui varie. Il y a 15 ans, j'avais toutes les illusions de la jeunesse. Mr. Towley! Excusez-moi, monsieur le pasteur, ma gouvernante m'annonce que le breakfast est servi. Voilà ce que j'ai répondu au pasteur de notre paroisse tout à l'heure quand il s'est arrêté à la porte de mon cottage. Pouvais-je lui dire que je me réjouissais parce qu'un homme allait mourir? Il n'aurait pas compris. Oh, Mr. Towley, ceci n'est pas chrétien. Je regrette maintenant de ne pas l'avoir fait. Je lui aurais tendu le Daily Mirror et je lui aurais dit... Lisez ceci, monsieur le pasteur. La nuit prochaine, à la prison de Dartmoor, Frank Hawke sera exécuté. Frank Hawke. Frank Hawke, l'assassin de ma femme. Évidemment, évidemment. Nous sommes restés sur le terrain des banalités quotidiennes. Le beau temps, le cuicui d'un pinson, façon commode d'esquiver un problème trop compliqué. Le soleil, les fleurs, les oiseaux, cela pèse peu en face de cette joie que j'ai d'imaginer Frank Hawke au bout de sa corde. Avant que le bourreau ne lui passe la cagoule noire, on l'entendra hurler, sans doute. « Je suis innocent! Je suis innocent! » Mrs. Jupp! Mrs. Jupp! Vous m'appelez, Mr. Towley? J'en ai l'impression, Mrs. Jupp. Allez chez personne, l'épicier, acheter une bouteille de White Horse. Du White Horse? Pourquoi faire? À quoi sert le whisky, sinon à être bu? Oh, il est 9 heures du matin, Mr. Towley. Et après, c'est pas l'heure qui compte pour boire, mais le motif. Le motif? Oui, trop long à vous expliquer, Mrs. Jupp. D'ailleurs, vous ne comprendriez pas. Je ne suis peut-être pas intelligente, mais je sais qu'il n'est pas convenable pour un gentleman de boire du whisky dès 9 heures du matin. Un événement comme l'exécution de Frank Hawke, ça s'arrose. Pourtant, ce n'est point mon habitude de boire. Durant les 15 années de notre vie commune, Margaret n'a jamais voulu que nous ayons d'alcool à la maison, sauf pour son anniversaire, pour Noël et pour Pâques. Au club où j'allais 3 fois par semaine, il fallait que je me force pour avaler 2 verres, uniquement pour ne pas me singulariser. Voici votre whisky, Mr. Towley. Merci, Mrs. Jupp. Mais croyez-moi, Mr. Towley, ne buvez pas. Merci, Mrs. Jupp. Ce que j'en dis, n'est-ce pas? Merci, Mrs. Jupp. Je me demande quelle aurait été la réaction de Margaret si elle avait pu lire dans le journal « La nuit prochaine, à la prison de Dartmoor, Frank Hawke sera exécuté. » Alors, je divague. Margaret est morte. S'il avait encore la possibilité de lire n'importe quel journal de ce monde, elle n'y lirait point que Frank Hawke va être pendu. L'exécution de l'un est liée à la mort de l'autre. Causalité, conséquence. L'assassinat de ma femme et la pendaison de Frank. C'est la logique. J'aime la logique. J'ai toujours été logique dans la vie. Depuis les bancs du collège, je ne me souviens pas d'un seul acte accompli sous le fouet de l'impulsion ou du caprice. Le choix de mon métier, mon mariage, ma déposition au procès de Hawke, tout a été mûrement réfléchi. Quand je me regarde dans la glace, je vois l'image d'un honnête secrétaire de solliciteur, aux vêtements gris, simples mais bien coupés,
à la moustache blonde, sagement taillée. Ça n'a servi de rien à Frank Hawk d'avoir la tête de l'Apollon du Belvédère, de jouer les esthètes de Chelsea, de prendre des poses de danseur. À cette heure, il doit faire une drôle de tête, le belâtre. Allô? Je voudrais Regent 0342. Allô? Blackberry and Blackberry? Mr. Blackberry? Mr. Tolley. Un instant, Mrs. Jubb, je téléphone. Allô? Mr. Blackberry Senior? Ah, ici Tolley. Je m'excuse, Mr. Blackberry. Je suis souffrant. Il me sera impossible d'aller au bureau aujourd'hui. Oui, tout à fait impossible. Je vous remercie, Mr. Blackberry. À demain, Mr. Blackberry. Vous ne vous sentez pas bien, Mr. Tolley? Moi? Au contraire. Ah, je croyais que... Ah non, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, Mrs. Jubb. Il faut être malade pour vouloir travailler par une si belle journée. Je vais m'installer près de la fenêtre, dans le fauteuil à bascule. La bouteille de whisky à portée de la main. Vous voulez pas dire que vous allez passer votre journée à boire? C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, chère Mrs. Jubb. Oh, excusez-moi, Où courez-vous comme ça, Mrs. Jubb? je ne me sens pas bien. Je crois que je vais rentrer chez moi et me mettre au lit. C'est dans ce fauteuil qu'on a retrouvé le cadavre de Margaret, avec bien serré autour de son cou fragile l'écharpe de soie mauve qu'elle portait le soir de son dernier anniversaire. Ce qui a valu à Frank en échange une bonne cravate de chanvre. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Une politesse en vaut une autre. Ma mère avait un stock de proverbes pour chaque circonstance de la vie. J'ai hérité de sa manie et de son talent à les citer à bon escient. Quelle heure est-il? Instinctivement, mes yeux se sont portés sur l'horloge. Un de ces coucou-clocs que l'on trouve dans toutes les maisons suisses. Mais il n'a pas été remonté depuis la mort de ma femme. Nous l'avions rapporté comme souvenir de notre voyage de noces au Tyrol. Sa caisse en forme de chalet recouvert de neige nous rappelait l'auberge de Frau Friedmann, où nous avions pris pension sur les bords du lac des Quatre Cantons. Edgar, dites-moi, vous m'aimez? Comme ceci? Oh, lâchez-moi, chérie, lâchez-moi, si on nous voyait. Un mari n'a-t-il pas le droit d'embrasser sa femme? Ça me semble si nouveau, et si bon. Laissez-moi, Edgar. Que craignez-vous? Que mon ardeur fasse fondre la neige des montagnes qui nous entourent? Ah, rassurez-vous, les montagnes ne savent pas ce que veut dire le verbe aimer, sauf peut-être les volcans. Et je me sens l'âme d'un volcan. Edgar. Hé, les amoureux, à table! Oh, Frau Friedmann nous a vus. Que doit-elle penser de nous? Ce que les autres pensaient quand elle faisait ce que nous faisons avec Herr Friedmann. Hé, les tourtereaux, illimité! Frau Friedmann jaillissait sur le seuil du chalet à heure précise. C'est pourquoi nous l'avions baptisée, Margaret et moi, Frau Coucou. Plus tard, quand nous nous sommes installés dans notre cottage de Richmond, nous avons accroché l'horloge à la place d'honneur, sur le panneau central du living room, et nous avons pris l'habitude de surnommer le coucou Frau Friedmann. Frau Friedmann dit qu'il est 9 heures. Frau Friedmann dit qu'il est temps d'aller au lit, chérie. Tout passe. Un jour est venu où le coucou a pris une voix enrouée, grinçante, comme celle du vieux Mac Collins, notre voisin, pour répéter à chaque heure du jour que je n'étais plus qu'un mari berné. J'aurais pu arracher l'horloge de la muraille, la jeter à terre, la piétiner jusqu'à la réduire en bois d'allumage, mais je ne suis pas un homme au geste mélodramatique. Je l'ai changé simplement de place. Et c'est ainsi que tout a commencé. L'important était de trouver un prétexte pour justifier cette disgrâce, une raison qui parut plausible à tout le monde. Margaret, pas plus que l'autre, ne devait avoir le moindre soupçon. Sinon, il m'aurait fait passer pour fou. Le portrait de Margaret fut l'occasion rêvée. Il y avait plusieurs années que j'avais promis à ma femme de faire peindre son portrait par Ruddy Evans. J'aime pas sa peinture, mais elle est à la mode. Il faut avouer cependant que le tableau est réussi.
C'est bien Margaret, avec ses cheveux bouclés, son nez pointu, ses yeux bleus, reflétant toute la placidité d'une conscience tranquille, une image sans mystère, reposante comme un jardin à la française. Ne pas se fier aux apparences. Le portrait terminé avait été confié à l'encadreur et celui-ci nous le rapporta le matin même de l'anniversaire de ma femme. Où allons-nous l'accrocher, chérie? Au-dessus de la cheminée. Oh, vous croyez que c'est un bon endroit? Moi pas. Il sera très mal éclairé. Sa meilleure place serait le centre du grand panneau du living room. Et il y a déjà le coucou clock. Eh bien, nous trouverons un autre emplacement pour le coucou. Ironie du destin. Margaret elle-même a suggéré de suspendre la toile là où elle est encore aujourd'hui. Où allons-nous caser le coucou clock? Est-il nécessaire de le garder dans le living room? Il est bien vieux maintenant. Il me rappelle une belle époque de notre vie, chérie. Vous souvenez-vous de notre lune de miel? Oh, évidemment. Quelle question. Bon, accrochez-le où vous voudrez. Voyons, près de la porte de l'office. Curieux endroit. Vous ne pensez pas que cela va choquer? Il y a au grenier une bassinoire de cuivre. Ah oui, l'héritage de grand-mère. Alors le coucou près de la porte de l'office, le portrait au milieu, la bassinoire à droite, ça composera un ensemble. Disparate. Enfin, si tels sont vos goûts, je ne peux pas y contredire. À la vérité, il y avait plusieurs semaines que j'avais repéré l'endroit idéal, près de la porte de l'office. L'essentiel était que le coucou soit accroché près de la porte de l'office. Près de la porte de l'office. Ah, j'ai dormi. Longtemps, j'en sais rien. Mais le soleil est déjà bas sur l'horizon. J'aurais pas dû boire autant de whisky. Je regrette d'avoir dormi. J'avais décidé de savourer consciemment chaque minute de cette extraordinaire journée. La dernière pour Frank. Avec le crépuscule, les parfums surchauffés du jardin deviennent intolérables. Ah, ils envahissent le living room. Ça me rappelle l'enterrement de Margaret. Il y avait autour du cercueil une profusion de fleurs, des pyramides de fleurs, des Everest de fleurs, offertes par la famille, les amis, les voisins, avec des rubans mauves. Mauve, comme l'écharpe. Courage, mon fils. Mes condoléances, mon pauvre. Mourir si jeune et dans de si tragiques circonstances. Nous sommes de tout cœur avec vous, monsieur. Mr. Toll, on a encore apporté une gerbe de roses de la part de Mr. Blackberry Senior. Il ne manque que la couronne de Frank Hawk, avec une inscription dorée. À ma maîtresse bien-aimée, par exemple. Mais Frank Hawk, sous son vernis mondain, n'a aucun savoir-vivre. Je l'ai toujours pensé. Frank Hawk n'a pas envoyé de fleurs. Frank Hawk ne viendra pas à l'enterrement. Il ne se fera même pas excuser. Quelle excuse, d'ailleurs, pourrait-il invoquer? D'être en prison? Plutôt gênant. Surtout quand il s'agit de l'enterrement d'une femme qu'on vous accuse d'avoir assassinée. On devrait obliger tous les assassins à assister aux funérailles de leurs victimes. Ce serait un spectacle édifiant. Au moins à leur envoyer des fleurs. Des fleurs? Margaret en avait reçu beaucoup le jour de son anniversaire. Frank Hawk n'est pas arrivé le premier à la partie que nous avions organisée ce soir-là chez nous à Richmond. Les Pankhurst, les Hertford étaient déjà là. Mrs. Shaw aussi, je crois. Si Frank Hawk est arrivé en retard à notre petite fête, ce n'est pas sans raison. Frank Hawk est un homme prudent. Trop d'empressement m'aurait paru suspect. Un bouquet trop volumineux aussi. Frank Hawk s'est contenté d'offrir quelques jonquilles, nouées d'un ruban bleu. Ah oui, je me souviens. Frank Hawk est arrivé après Mrs. Shaw. Edgar! Edgar, vous nous servir des cocktails? Oh! Oh, merci, Franck. Bonsoir, Franck. Respect, belle dame. Et mes meilleurs vœux d'anniversaire. Oh, quelle fleur splendide. Vous m'avez gâté, Franck. Admirez, c'est gentil, Edgar. Oh, nous en avions cueilli de magnifiques ensemble lors de notre voyage de noces en Suisse. Ah oui. Je suppose que vous connaissez tout le monde, Franck. Mrs. et Mr. Pankhurst. Oh, comment allez-vous?
Mr. Alford. Mr. Shaw. Oh, Mr. Frank O. Est-ce vous, Mr. Hawke, qui signez ces petits papiers dans ce journal d'art qui s'appelle La Simèse? Très flatté de vous avoir pour lectrice, Mrs. Shaw. Ça ne veut pas dire que je sois toujours d'accord avec vos critiques. Oh, voici nos amis Pellman. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir, John. Ah, Pellman, je trouve que c'est gentil d'être venu. Bon anniversaire, ma chérie, je suis morte. Oh, tiens, Franck, il vous éclate, quelle bonne surprise. Ah oui. Vous ne trompez personne, Miss Arabella. Tout le monde sait que c'est chez vous que Margaret et Frank se sont connus, à l'occasion de je ne sais quelle fête de charité. Vous n'ignorez rien de ce qui se passe entre ma femme et l'autre. Peut-être êtes-vous à l'origine de leur liaison. Avec des refoulés de votre espèce, il faut s'attendre à tout. Eh bien, quoi rêvez-vous, Edgar? Oh, vous admirez mon portrait? C'est Rudy Evans qui l'a peint. Comme il est ressemblant. Ce n'est pas une critique, mais une simple constatation. Ah, que voulez-vous, je ne suis pas intelligente. Pour moi, ce qu'il est ressemblant veut tout dire. Écoutez plutôt discourir Mr. Pellman, si vous aimez les grands mots auxquels on ne comprend rien. La calligraphie en est savante. N'est-ce pas, la transposition chromatique, la nécessité subjective qui... Qu'en pensez-vous, Frank? C'est une facture intéressante. Oh, alors... Margaret semble fascinée par la voix de Frank Hawke, par ses longues mains qui dessinent dans l'air des courbes expressives, des mains qui prodiguent des caresses. Si nous passions à table! Durant le repas, Mrs. Shaw aiguilla la conversation générale sur un sujet plus terre-à-terre, ses difficultés avec ses domestiques. Ce qui fournit à Frank Hawke l'occasion de parler de son boy chinois. C'est bien le genre de snob à avoir un boy chinois. Je tiens beaucoup à mon boy. Oh, parce qu'il est chinois? Non, parce que c'est un fripon. Quelle curieuse raison, Mr. Hawke. Pas un fripon ordinaire. Hein? Ce serait manquer de psychologie de me croire capable de m'attacher à un voleur uniquement parce qu'il est voleur. Oui. Non, croyez-moi, des goûts plus raffinés. Mon voleur est pointilliste à sa manière. Oui, pointilliste, c'est ça. Pointilliste, c'est le mot exact pour le caractériser. Pointilliste. Est-il possible, Mrs. Shaw, vous ignorez cette fameuse école de peintre en français? Il pose des milliers de points coloriés sur la toile. Oui. De près, ce ne sont que des points coloriés. Oui. De loin, c'est un paysage. Eh bien, pour mon boy, cela consiste à déplacer d'abord de quelques centimètres chaque jour l'objet convoité. Oui. Celui-ci quitte peu à peu sa zone de lumière, s'enfonce dans l'ombre, où mon œil finit par ne plus le voir, tout en continuant à deviner sa présence. Tiens. Puis il émigre sur un meuble, de plus en plus écarté, de plus en plus élevé. Mm-hmm. Enfin, c'est le tiroir d'une commode qui sert de cachette, le premier, le second, enfin celui du bas, où l'on enferme les objets inutiles, où l'on ne fouille jamais. Mm-hmm. Ça dure des mois. Quand Face Jaune a la certitude que j'ai perdu tout souvenir de l'objet, il sort son butin de la maison, et va le vendre à un receleur de Whitechapel. Un artiste, je vous dis. Dans son genre, un artiste incomparable. Un voleur, un damné voleur. À votre place, il y a longtemps que je l'aurais remis entre les mains de la police. Il ne faut pas juger ce garçon d'après les normes usuelles, Mrs. Shaw. Si, au lieu d'un voleur, votre Chinois avait des goûts d'assassin, qu'il veuille un beau soir exercer ses talents sur votre précieuse personne, Mr. Hawke. Vous subjectivez trop, Mrs. Shaw. Vous subjectivez trop. Des êtres intelligents considèrent ces questions du point de vue de Sirius. Il faut se placer au-dessus des contingences vulgaires. Vulgaire ou non, je tiens à ma petite personne. Je ne souhaite pas être assassiné, même d'une façon pointilliste. Car ils doivent être aussi pointillistes avec un poignard à la main, vos assassins chinois. Mais évidemment, on voit bien, cher Mrs. Shaw, que vous n'avez pas lu ce livre admirable. Comment? Bien admirable, oui, d'un auteur français. Octave Mirbeau, oui. Le Jardin des Supplices. Oh, que l'horreur. Ni le chef-d'œuvre de notre Thomas de Quincey, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Et André Gide, les cartes du Vatican. Oh, l'acte gratuit. Que pensez-vous de l'acte gratuit, Mr. Hawke? Oh, l'Arcadio. Oh, Edgar, c'est une passionnante conversation, vous ne trouvez pas? Je n'ai jamais lu aucun ouvrage de ces messieurs. Oh. Mais je connais mon Shakespeare. Avec lui, je vous répondrai des mots, des mots, des mots. Oh non, Edgar. Vous avez raison, Mr. Tolley. Tous ces brillants esprits discourent trop pour être capables d'agir. Détrompez-vous, cher Mrs. Shaw. Je suis assez sûr de moi pour vous donner un démenti. Mais vous faites bien de me prévenir. Je prendrai soin désormais de pousser tous mes verrous. Le dîner terminé, les hommes se rendirent au fumoir. Margaret arrêta Frank au passage. J'étais à quelques mètres derrière eux. Vous avez été magnifique, Frankie. Aurait-elle eu la même opinion si elle avait pu le voir à son procès quelques mois plus tard? Frank Hawke faisait piètre figure. C'est que Margaret était morte, conformément aux théories qu'il avait publiquement exprimées ce soir-là.
On dansa fort tard dans la nuit. Margaret avait tenu à m'accorder le premier fox. Vous voyez ces amoureux? On ne croirait jamais qu'ils sont mariés depuis 15 ans. Ce n'est pas par gentillesse que Margaret m'a accordé sa première danse. Elle endort mes soupçons, simplement. Travail de l'araignée qui tisse sa toile autour d'une mouche. La mouche dit « La belle soie, fine, douce, légère », jusqu'à l'instant où l'araignée se met à table et dévore l'abdomen de sa victime. Vous n'êtes guère bavard ce soir, Edgar. C'est pour mieux savourer le plaisir de cette danse. Quelle galanterie! Margaret fut assez prudente pour danser avec Pankhurst et Pellman avant de se blottir dans les bras de Frank Hawke. Ils dansèrent un blues. Oh, j'aime beaucoup ce morceau. Pellman, remettez ce disque, je vous en prie. Après le temps. Oh non, non, tout de suite. Pour me faire plaisir, c'est mon anniversaire et on ne doit rien me refuser. Il faut que je les surveille, sans relâche. Il est nécessaire de ne pas les quitter des yeux. Enregistrer dans sa mémoire chacune de leurs attitudes, pour plus tard. Espionnage obligatoire. Chaque mot, chaque geste a désormais son importance. Question de vie ou de mort. Vous ne participez guère à la joie générale, mon cher. J'ose espérer que vous m'inviterez pour le prochain tango. Avec plaisir, Miss Arabella. Frank Hawke entraîna Mrs. Shaw dans le tourbillon d'une valse viennoise. Ensuite, voyons. Ensuite, je me souviens. Pankhurst mit sur le tourne-disque un tango, mais ni Frank ni Margaret ne le dansèrent. Elle avait pris son cavalier par le bras et l'avait conduit au buffet. Elle lui tendit un verre de whisky et s'en servit un. Il bavardait en riant. Auriez-vous oublié votre promesse, Mr. Tolley? C'est tango. Accordez-le-moi. Que pensez-vous de Frank Hawke, Mr. Tolley? Il est très séduisant. Oh, comme vous dites cela, je crois qu'il ne vous est pas très sympathique. Si, je vous assure. Il a un charme fou. Méfiez-vous, c'est un vrai don Juan. Frank et Margaret ne sont plus là. On a ouvert au début de la soirée la porte-fenêtre donnant sur le jardin. C'est par là que Frank et Margaret... Vous ne voulez plus danser? Excusez-moi. Un ennui? Non, pas le moindre. Oh, vous dansez comme un gaucho. Frank et Margaret sont dans le jardin. Je les vois comme si je les avais suivis. Il la tient serrée dans ses bras. Elle lève vers lui un visage extasié, comme au cinéma. Clair de lune soulignant la courbe des lèvres mouillées. 3 ou 4 battements de cils et des phrases cueillies dans les romans de Mrs. Concordia Merrill. Savez-vous que Frank Hawke est un poète authentique? Il va publier un volume de vers. Oui, c'est un homme plein de séduction. Entre deux figures de danse, comme je me trouvais face à la porte qui donne sur le couloir, je vis Margaret. Elle se dirigeait d'un pas rapide vers l'escalier qui menait aux chambres. Ses épaules étaient emmitouflées dans une écharpe de soie mauve. L'écharpe de Frank Hawke. C'était celle de Frank, je la reconnaissais. Il la portait sous son léger par-dessus de ratine quand il était arrivé. J'avais trouvé ridicule pour un homme de porter une écharpe mauve, surtout sur un vêtement de soirée. D'habitude, l'écharpe est blanche. Mais Frank Hawke tient à se singulariser. Frank Hawke est un poète. Frank Hawke aime le mauve. C'est bien son droit. Mauve. Ah, combien mauve. Frank Hawke aimait aussi se promener la nuit avec ma femme dans mon jardin. La rosée tombe. L'air est vif. Vous allez prendre froid, Maggie. Prenez mon écharpe. Non, laissez-moi plutôt la draper sur vos épaules nues. Oh, Frankie, chérie. Margaret est entrée. Elle n'a plus son écharpe mauve. Où est Frank? Près du pick-up avec Miss Arabella. Oh! Hello, Edgar! D'où venez-vous, ma Je chère? viens de me repoudrer le bout du nez dans ma chambre, mon maquillage avait tourné, j'étais affreuse. Oh, venez m'offrir à boire. J'ai une de ces soirs, venez.
C'est une soirée parfaitement réussie. Nos invités s'en allèrent avec la nuit. Nous étions seuls maintenant, Margaret et moi, à la porte du jardin, les yeux fixés sur la rue vide. Tout paraissait figé. Aucun bruit, aucun souffle d'air, le monde s'était arrêté de tourner. J'interprétais cette immobilité angoissée comme le signe des temps nouveaux. Pour Margaret, elle représentait plutôt, j'imagine, le néant où l'a laissé l'absence de Frank Hawke. Jamais, comme à cette minute, je n'ai compris à quel point nous étions devenus ennemis. Constatation presque physique qui m'emplit la bouche d'amertume. Enfin, la bande d'obscurité qui s'éternisait sur l'horizon bascula, la terre respira de nouveau. Je me sentis redevenir lucide. Voici le jour. Vous avez froid? Vous auriez dû emporter une écharpe. Je suis exténuée, je vais me coucher. Vous ne venez pas, Edgar? Excusez-moi, ma chère. Le temps de griller une dernière cigarette et d'avaler un bol de fraîcheur. Elle s'était éloignée, titubant légèrement. Sa robe de faille brune avait le froissement des feuilles mortes. Elle me fit presque pitié. Je marchais au hasard dans le jardin, récapitulant tous les incidents de la soirée. L'arrivée de Frank Hawke, le bouquet de jonquilles, la discussion durant le dîner, Margaret servant un whisky à Frank, tango, disparition du couple, polka, Margaret l'écharpe mauve autour du cou, rentrée discrète de Frank Hawke. Il n'y avait qu'un seul instant où je ne les avais pas eus devant mes yeux. Le quart d'heure passé seul, sans doute, dans le jardin. Il me fallait une certitude, afin de pouvoir ajuster tout le puzzle. J'avais tiré une cigarette de ma poche, machinalement je l'avais plantée au coin de ma bouche. J'allais l'allumer quand soudain, je m'immobilisai, la flamme palpitant au bout de mes doigts tremblants. 2 verres à whisky étaient posés sur un banc l'un près de l'autre. Tout maintenant s'adaptait mécaniquement. C'était comme si j'avais vu Margaret et Frank côte à côte sur le banc. 2 verres à whisky vides. 2 verres. Margaret fut assassinée le lendemain dans la nuit, aux alentours de 23h15. C'est l'enquête du coroner qui l'a établie. À cette heure-là, j'étais à Londres, exactement à l'angle de Piccadilly Circus. Ma voiture venait d'accrocher l'aile d'une Plymouth. Un policeman dressait un constat. Je pourrais encore aujourd'hui réciter par cœur, minute par minute, mon emploi du temps ce jour-là. Réveil à 7 heures. Bain. Breakfast. Voici votre breakfast, Mr. Tolley. J'ai entamé un nouveau pot de confiture de pamplemousse. Et raté comme d'habitude les œufs au bacon. Vous ne saurez jamais faire cuire comme il faut les œufs au bacon, Mrs. Jupp. Où est le Daily Mirror? Voici votre journal, Mr. Tolley. Quant aux œufs au bacon... Je connais l'antienne. Ça fait 10 ans que vous me servez les mêmes excuses et le même plat raté. J'avais l'habitude de déjeuner seul. Margaret traînait dans la salle de bain et ne descendait que plus tard. J'entendais au-dessus de moi l'eau couler dans la baignoire, les petites mules de soie rose claquer sur le plancher de la chambre. En buvant mon thé, j'ai parcouru le Daily Mirror. Compte-rendu d'un discours de Winston Churchill aux communes. Sensationnel. À 8h30, j'ai sorti la voiture du garage. La journée s'annonçait chaude, splendide. Bonjour, Mr. Tolley. Toujours à soigner votre jardin, McCollins? Ils font bien avec ces saletés de chenilles. Elles ont un appétit. Il me resterait bientôt plus à rosier si je les laissais faire. Alors, on va au bureau? Il faut pas perdre l'habitude de travailler. Pas vrai, Mac? Il y en a qui boulonnent dur pendant que d'autres se paient du bon temps. C'est-il juste? J'y pense chaque fois que je vous vois. Tous les matins, sous une forme ou sous une autre, c'était le même refrain. La première fois, j'y avais pas attaché d'importance. Une semaine plus tard, j'avais compris l'allusion. À rester des heures aux aguets derrière une haie ou une fenêtre, il avait vu, deviné, compris. Il tirait la sonnette d'alarme. Par solidarité masculine? Non. McCollins était comme Miss Arabella. Il voulait lui aussi sa catastrophe. Chaque jour, à heure précise, ce vieux guignol entrait en scène, jouait son rôle. Honnête Iago. Othello finira bien par étrangler Desdémone. Non, Mr. Collins, la pièce n'aura pas le dénouement que vous espérez. Je n'ai nulle envie de finir au bout d'une corde. Au procès de Frank Hawke,
Mac Collins. Silence! Faites entrer le témoin suivant. Mr. Mac Collins. Vous allez jurer sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sans haine et sans passion. Dites, je le jure. Je le jure. Votre nom est Mac Collins. Vous avez 65 ans. Vous étiez un voisin des Tolley. Dites-nous tout ce que vous savez sur le jour du crime. Il y avait belle lurette que j'avais vu qu'il se passait quelque chose entre Mrs. Tolley et Frank Hawke. Alors, j'ai essayé de prévenir Mr. Tolley, mais il avait pas l'air de comprendre. Il me répondait en riant, c'est la vie. J'aime que ma femme ait de jolies robes. Il n'y avait pas plus au bar que lui. Alors, ce matin-là, il était très gai. Il est monté dans sa voiture. Bon courage, Mac. Ah, on n'en manque pas, Mr. Tolley. Edgar! Edgar! Votre femme vous appelle, Mr. Tolley. Que veux-tu, chérie? Veux-tu t'arrêter chez Parson, l'épicier, qui n'oublie pas de livrer la commande ce matin? Demande aussi à Cum, l'électricien, de venir réparer l'interrupteur du living room. D'accord. Oh, attends, prends-moi une paire de bas nylon, c'est Jeannette, à Trafalgar Square. Rapporte aussi un cake. Ah, et demande au libraire de te donner le dernier roman d'Agatha Christie. C'est tout? Note-le pour plus de sûreté. À ce soir. Mais au premier tournant, je n'avais plus le cœur à rire. Je m'aperçus bien longtemps après avoir dépassé Richmond que j'avais oublié de prévenir personne l'épicier et comme l'électricien que ma femme les attendait sans faute. À peine arrivé à l'étude, Bonjour, Mr. Blackberry. Content de vous voir, Tolley. Beau temps ce matin. À vous donner envie d'aller flâner dans Hyde Park. Alors, remerciez-moi. Je vais vous offrir l'occasion de faire l'école buissonnière. Et j'ai besoin que vous partiez ce soir pour Southampton. Et un de nos grands clients rentre des États-Unis par le coin de Mary. Il doit se rendre directement sur le continent pour une importante affaire à traiter. Il m'a accablé de lui faire parvenir à bord, par un homme de confiance, certains documents qu'il nous avait confiés avant son départ et qui lui sont nécessaires pour traiter son affaire. Compris, Mr. Blackberry. Je vais demander à Grimm de vous remettre les papiers en question. Vous pouvez disposer de votre après-midi. Merci, Mr. Blackberry. N'oubliez pas de laisser votre adresse à Miss Patricia, ma secrétaire, pour le cas où j'aurai à communiquer avec vous. Hôtel du Lion d'Or comme d'habitude. Au revoir, Mr. Blackberry. Bon voyage, Tolley. je quittai les bureaux du temple vers 4 heures. Je fis le tour des magasins pour le compte de Margaret. Il était environ 6 heures quand je rentrai à Richmond. J'annonçai mon départ à ma femme. Je montai dans ma chambre faire ma valise. J'avais calculé qu'en quittant la maison vers 9 heures, j'arriverais largement à temps pour l'accostage du paquebot, sans trop pousser le moteur de ma voiture. La nuit était tombée quand je sortis du cottage. Bonsoir, Mac. Belle soirée. Pas encore couché? Ah, j'aime bien fumer ma bouffarde en regardant les étoiles. À mon âge, on préfère ça au flirt, et jamais j'ai été porté sur la boisson. Philosophe, à ce que je vois. Ah, il en faut de la philosophie pour accepter cette garce de vie. Excusez-moi, Mac. Je crois que ma femme m'appelle. Qu'est-ce que vous dites, chérie? De ne pas oublier de fermer la porte à clé? Entendu. Vous partez en voyage? Les affaires. Votre femme va s'ennuyer sans vous. Faut jamais laisser une femme toute seule. On ne sait pas ce qu'on peut trouver en rentrant. Oh, je suis tranquille. Pour quelques heures. Mrs. Tolley vient de se plonger dans un roman policier que je lui ai rapporté de Londres. Elle ne pensera à rien d'autre qu'à son histoire de meurtre. Je la connais. Moi, ces trucs-là, je n'en lis jamais. C'est un tort. Ça donne l'esprit de déduction de fréquenter les détectives, même dans les bouquins. Vous en auriez peut-être besoin. Bonsoir, Mr. Tolley. Bonsoir, Mr. Fisher. Bonsoir, Mrs. Fisher. On prend le frais? Nous allons au cinéma. Il paraît qu'il y a un film épatant cette semaine, avec Alec Guinness. Vous êtes en retard? Mon coucou clock vient d'annoncer avec tout le cérémonial officiel qu'il est 9 heures. Il avance, Mr. Tolley, il avance. Il est vrai qu'en Suisse, ils n'ont pas le même méridien qu'en Angleterre. Le living room était éclairé. Dans le cadre lumineux de la fenêtre, j'apercevais la silhouette de Margaret qui se balançait doucement dans le rocking chair. Je mis la voiture en marche et m'éloignai. J'avais décidé de faire un détour par Londres avec l'intention de passer quelques instants à mon club. Bonsoir, Mr. Tolley. Bonsoir, Jimmy. Mr. Barth et Mr. Stoffer sont-ils là ce soir? Ces messieurs jouent aux échecs dans le fumoir. Merci, Jimmy. Tiens, ma montre est arrêtée. Avez-vous l'heure, Jimmy?
11h, Mr. Tolley. Merci, Jimmy. Échec à la reine. Vous n'aviez pas prévu ce coup-là, cette affaire, hein? Bonsoir, Bart. Bonsoir, cette affaire. Excusez-nous, mon cher, nous sommes plongés dans une partie très compliquée. Qui réclame toute notre attention. Nous boirons ensemble un verre, mais tout à l'heure. Remettons ça à demain, si vous voulez. Je ne fais que passer. Je dois être à 1h du matin à Southampton. Alors, bon voyage. C'est à vous de jouer, cette affaire. Parbleu, je le sais bien. Hello, Tolley, quel bon vent vous amène. Bonsoir, Lancaster. Mais il y a une éternité qu'on ne vous a vu. Vous venez boire un verre avec moi au bar? Ou un seul, car je dois partir pour Southampton. Je ne puis vous accorder que 10 minutes. Allez, 10 minutes, c'est juste le temps. Je quittais le club à 11h10. C'était la sortie des cinémas. La foule roulait sur les trottoirs. À Richmond aussi, c'était la sortie des cinémas. Les Fisher regagnaient leur cottage en devisant sur le film qu'ils venaient de voir. La fenêtre du living room était-elle encore éclairée? À l'angle du Piccadilly Circus, une Plymouth décollait du trottoir. Je donnai un brusque coup de volant. Vous voulez pas faire attention, non? Quand on démarre, d'ordinaire, on fait signe. Il a raison, c'est la Plymouth qui est dans son corps. J'ai tout vu, monsieur le policeman. La voiture de ce monsieur arrivait. La grosse l'a démarré sans faire signe, alors. Oh, une aile froissée, ce n'est pas une catastrophe. Je suis pressé, il faut qu'à 1h je sois. Minute, je dois faire mon rapport. Il est déjà 11h15, il faut qu'à 1h je sois à Southampton. Et votre nom, adresse? Edgar Tolley. Richmond, Cross Street, numéro 15. J'arrivai à Southampton en même temps que le paquebot annonçait à grand renfort de sirènes son entrée dans le port. 1 heure plus tard, tout était réglé avec le client de Blackberry. Je gagnai l'hôtel du Lion d'Or, commandai un bain très chaud et me glissai dans mon lit. Je sombrai dans un sommeil épais. Ce fut le téléphone qui me réveilla. Allô? Allô? Allô, Tolley? Ici Blackberry. Allô, Mr. Blackberry? Et Tolley, il faut que vous rentriez immédiatement à Londres. Il vient d'arriver une chose très grave chez vous. Une chose très grave chez moi? Il faut avoir beaucoup de courage, mon pauvre ami. Mrs. Tolley est morte. Morte? C'est pas possible. Mais comment? Votre gouvernante, Mrs. Jupp, l'a trouvée dans son fauteuil à bascule ce matin en venant prendre son service. La malheureuse a été étranglée. Ce n'est pas vrai. Dites, monsieur Blackberry, c'est pas vrai. Hélas, si, mon pauvre ami, oui. Ah, si ça peut vous être de quelque consolation, sachez qu'elle ne paraît pas avoir souffert. Comment ai-je pu supporter les heures qui suivirent? Je n'en sais rien. J'étais à bout de nerfs. Il avait fallu aller à la morgue, reconnaître le corps de Margaret. Scotland Yard entra dans la danse. Je fus le premier soupçonné. Je suis une vieille amie de la famille, monsieur le commissaire. Je me nomme Miss Arabella Leach. Si vous voulez mon avis, le mobile du crime, c'est la jalousie. Edgar Tolley avait appris que sa femme était la maîtresse de Frank Hawke. C'est pour cela qu'il l'a étranglée. Mr. Tolley, ignoriez-vous que Mrs. Tolley était la maîtresse de Frank Hawke? C'est la première fois que j'en entends parler, monsieur le commissaire. Avez-vous un alibi pour la nuit du crime, Mr. Tolley? J'ai quitté Richmond au début de la soirée. Le vieux McCollins n'a jamais menti. Vous pouvez prendre des renseignements sur moi à l'amirauté, monsieur le commissaire. Je vous dis exactement ce que je sais pour l'avoir vu de mes propres yeux. Mr. Tolley est sorti de chez lui vers 9 heures. Mrs. Tolley était encore en vie, certainement. Mr. Tolley lui a parlé. Elle a demandé de fermer la porte à clé. Je l'ai vue. Elle se balançait dans son fauteuil. Mr. Tolley m'a dit qu'elle lisait un roman policier. Ce roman policier était inscrit sur la liste des emplettes que Mrs. Tolley avait chargé son mari de faire à Londres. Le libraire interrogé a confirmé cet achat. On a trouvé le livre sur la table basse près du fauteuil à bascule, déposé normalement. Un coupe-papier était inséré entre la page 120 et 121. Toutes les pages avaient été découpées jusque-là. Le livre et le coupe-papier portaient les empreintes digitales de Mr. Tolley, ce qui est normal. Il portait aussi celle de Mrs. Tolley. Alors, il faut environ 2 heures pour lire 120 pages. Mrs. Tolley, d'après les déclarations de Mr. Tolley, confirmées par celles du témoin McCollins, a commencé le roman à 9 heures. Il devait être 11 heures quand elle l'a abandonné pour accueillir son assassin. Le rapport du médecin légiste, s'il ne confirme pas péremptoirement cette hypothèse, ne l'infirme pas non plus. Le roman à demi lu
l'extinction de la lumière firent admettre 11h15 comme heure du crime. À cette heure-là, j'étais à Londres. Une foule de témoins l'attestait. Stuffer et Bart que j'avais dérangés dans leur partie d'échecs, Lancaster avec qui j'avais bu un whisky, le barman, le groom du club, le policeman de Piccadilly Circus. J'étais désormais hors de cause. Frank Hawke fut arrêté 2 jours plus tard comme l'assassin de Margaret Towley. Au mois de novembre suivant, il comparut à Old Bailey. Silence! Silence! Frank Hawke, reconnaissez-vous avoir été l'amant de Mrs. Towley? Oui, votre seigneurie. Mais je ne l'ai pas revu depuis le soir de son anniversaire. Nous allons entendre sur ce point le témoin McCollins. J'ai pas l'habitude de me coucher avant 11 heures. Ce soir-là, je fumais ma pipe sur le pas de ma porte. Comme j'allais rentrer me coucher, j'ai vu un homme pousser la barrière du jardin des Towley. Il a disparu à l'angle du cottage. Qu'il me soit permis d'indiquer aux membres du jury que sur la face nord de la maison se trouve l'entrée de l'office. Cet homme, était-ce la première fois que vous le voyez venir chez les Towley? Oh non, votre seigneurie. Il venait souvent, surtout quand Mr. Towley était pas là. Venait-il aussi de nuit? Oui, chaque fois que Mr. Towley se trouvait en déplacement pour son boulot. Est-il venu la nuit du crime? Je vous l'ai déjà dit, il était 11 heures. Cet homme, était-il le même que celui qui est assis là, dans ce box? Ah, c'est le même, votre seigneurie. Je le reconnaîtrai en 3000. Silence! Oui, c'est lui. Frank Hawke, qu'avez-vous à répondre à ce témoignage? Je reconnais être venu chez les Towley la nuit du crime. J'ai menti en disant le contraire. Silence! Margaret, je veux dire, Mrs. Towley m'avait téléphoné dans la soirée. Elle me prévenait que j'avais oublié chez elle, l'avant-veille, mon écharpe mauve. Elle m'a dit aussi que son mari devait se rendre à Southampton. Je dînais ce soir-là chez des amis dans les environs de Richmond. J'ai décidé de faire au retour un crochet jusqu'au cottage des Towley pour y reprendre mon écharpe. J'ai pas vu McCollins. Je suis allé directement jusqu'à la porte de l'office. Mrs. Towley laissait toujours cette porte ouverte quand elle attendait ma visite. Cette nuit-là, j'ai trouvé la porte fermée. Je n'osais pas frapper de peur d'attirer l'attention des voisins. Pourtant, Mrs. Towley devait m'attendre. La fenêtre du living room était éclairée et j'apercevais Mrs. Towley dans son fauteuil. J'ai pensé qu'elle s'était endormie. J'ai rejoint ma voiture parquée sous le mur de l'église et je suis rentré à Londres. Il y a un détail, messieurs, que Frank Hawke oublie de mentionner. Il n'est pas venu uniquement avec l'intention de reprendre son écharpe, mais aussi pour rompre définitivement avec sa maîtresse. Car Frank Hawke courtisait depuis quelques semaines une jeune fille dont le père était banquier de la cité. Il voulait l'épouser. Sa liaison avec Mrs. Towley devenait une lourde chaîne. Pourquoi ne pas imaginer... C'est pas vrai! C'est pas vrai, je n'ai pas tué Margaret! La porte de l'office était ouverte. Vous êtes entré dans le living room. Mrs. Towley vous a accueilli en souriant. Elle a déposé le roman sur la table basse. Vous vous êtes assis sur une chaise auprès d'elle. Vous avez échangé quelques propos. Puis vous avez déclaré à votre maîtresse votre intention de mettre fin à une liaison qui vous handicapait sur le chemin de l'existence. L'accueil que fit Mrs. Towley à cette déclaration, il est facile de l'imaginer. Elle a supplié, pleuré, menacé enfin, pour une femme déchue, qu'importe le scandale. Pour une femme déçue. Mais pour un homme à la veille d'épouser une jeune fille du meilleur monde, riche à millions, vous avez alors décidé de faire taire à jamais cette femme. Vous avez éteint la lumière, puis vous l'avez étranglée avec l'écharpe mauve qu'elle portait autour du cou. Vous êtes ressorti par l'office, refermant la porte derrière vous. Mrs. Jupp a trouvé le lendemain la porte hermétiquement close. La clé avait disparu. Qu'avez-vous fait de cette clé? Ne l'avez-vous pas jetée dans la Tamise? Hypothèse! Tout cela n'est qu'hypothèse. Vous ne pouvez pas, messieurs, condamner un homme sur de telles spéculations de l'esprit qu'on nous apporte des preuves. Des preuves? Mais nous en avons! Matériel irréfutable! En voici une terrible, qui atteste que Frank Hawke est bien entré cette nuit-là dans le cottage des Towley. Sur la table, près du roman fermé, il y avait une bouteille de whisky et de verre. L'un portait les empreintes de Margaret Towley, l'autre également. Mais il y avait superposé à ces empreintes les vôtres, Frank Hawke! Silence! Frank Hawke,
Vous êtes condamné à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Dieu ait pitié de votre âme. Cette nuit, dans quelques heures, la pièce sera jouée. Je voudrais être un oiseau, un coucou par exemple. Je me percherai sur la fenêtre de la cellule de Franck pour assister à son dernier cauchemar. Qui est là? Quelqu'un est entré dans la maison par la porte de l'office. Je l'entends glisser dans le noir. Doucement, à pas feutré, une marche de fantôme. J'ai peur. Une main invisible m'étrangle, me plaque sur le fauteuil à bascule. Une main invisible. Franck s'est évadé. Franck est revenu. Franck veut me tuer. Je vais mourir, moi aussi, étranglé comme Margaret. Le faisceau d'une lampe électrique balaye le plancher, rase les murs, révèle dans un seul éclair livide la bassine noire de cuivre, le portrait de Margaret, le coucou. Qui est là? Excuse, Mr. Tolley, je vous ai fait peur. Il n'y a pas de danger. Ce policeman, je le connais. Il s'appelle Kitchin. Il habite ma rue. Marié, père de 3 grands garçons, dont l'un est pilote à la RAF. Un brave type. Pas très intelligent, mais un brave type. J'ai bavardé souvent avec lui. Je faisais ma ronde, Mr. Tolley. J'ai vu la fenêtre ouverte, la porte d'entrée et celle de l'office aussi. C'est ma faute. Mrs. Zup m'a quitté ce matin. J'aurais dû tout fermer à la tombée de la nuit, j'ai oublié. Pourquoi le policeman me regarde-t-il ainsi? Mon visage, mes mains, la bouteille de whisky. Mon visage, mes mains, pour l'amour du ciel, qui cesse dans ce manège. Ah, on n'a pas idée de se mettre dans des états pareils. Moi, j'ai cru qu'il y avait des cambrioleurs, comprenez, Mr. Tolley. Des portes, des fenêtres toutes grandes ouvertes, comme ça, et en pleine nuit. Quelle heure est-il donc? Votre horloge est arrêtée, Mr. Tolley. Pourquoi ai-je demandé l'heure? Quelle force m'a poussé à demander l'heure? Idiot! Prépidiot! Je vais vous la remontrer. Minuit 5. Voilà. Maintenant, vous avez l'heure exacte. J'ai soif. Ah, vous avez tort de boire autant, Mr. Tolley. Oui, je sais, c'est dur d'avoir perdu sa femme. Et surtout dans des circonstances aussi tragiques. Mais c'est pas une raison pour vous mettre à la boisson. Allons, Mr. Tolley. Ne pleurez pas comme ça. Hein? Allez, vous êtes un homme, que diable. Oh, pardonnez-moi, Kitchin. Brave Kitchin. Vous allez boire un verre avec moi. Ouais, c'est pas très réglementaire, hein, je suis en service. Qu'importe, vous allez pas me refuser ça. Prenez un verre à l'office. Il est si rare de trouver un être qui soit véritablement humain. Votre petite famille va bien? Ben, les enfants poussent. À l'école, ils ont de bonnes notes. L'aîné, Samy, fait maintenant son service militaire dans l'aviation. Il y a que ma pauvre femme qui vieillit. Et moi aussi, parbleu. Dans 3 mois, c'est la retraite, tout ça. Jardinage, pêche à la ligne, office le dimanche, et vous aurez du temps pour écrire vos mémoires de policier. Oh, mes mémoires, je vois pas bien ce que je pourrais raconter. Depuis 30 ans que je suis à Richmond, j'ai jamais eu à m'occuper que de rixes et d'ivrognes, de vols sur le marché. Qui a éteint la lumière? Ne vous affolez pas, Mr. Tolley. Ah, faut changer votre interrupteur, Mr. Tolley. Leur sort doit être usé. J'ai compris. L'anneau de la chaîne de l'horloge s'est accroché au bouton électrique. Un bon truc pour faire une farce à quelqu'un. Kitchin a découvert comment la lumière s'est éteinte la nuit de la mort de ma femme. Il sait. C'est pour ça qu'il me parle sur un ton aussi calme. Pour ça qu'il ne revient pas s'asseoir auprès de moi. Faut que je m'en aille, hein. Et j'ai ma ronde à terminer. Croyez-moi, Mr. Tolley, allez vous coucher. Demain, ça ira mieux. Bonsoir. Bonsoir, Kitchin. Il est sorti. Je me lève en chancelant. Je m'accroche au rideau de la fenêtre. Le front contre la vitre, je le regarde s'éloigner. Il a disparu, à l'angle du jardin. Je suis sûr qu'il court maintenant que je ne peux plus l'espionner. À en perdre le souffle. Le poste de police. Kitchin sait maintenant comment j'ai tué Margaret. Subtil Kitchin. Astucieux Kitchin. Il tient l'affaire de sa vie. Il pourra prendre sa retraite sans regret.
Que je suis fatigué. Je vais m'étendre dans le fauteuil. Demain, je m'en reposerai. Longtemps. Longtemps. Je croyais pourtant mon crime parfait. Je n'avais pas eu besoin de lire l'œuvre de Thomas de Quincey, comme Frank Hawke, pour comprendre qu'un assassinat pouvait être un chef-d'œuvre. Je n'avais eu qu'à écouter ma haine et laisser agir ma nature. J'aime la logique, je suis méticuleux. Mon crime ne pouvait être que logique et méticuleux. Margaret me trompait avec Frank. Margaret devait mourir. Frank devait être accusé de sa mort. Comment y parvenir? Il m'a fallu de longs mois pour réunir les pièces de la machine infernale. La première fut l'interrupteur, la seconde le coucou-clock. Tuer Margaret. Ensuite faire que la lumière s'éteigne 2 heures après sa mort, tandis que je me trouvais loin du lieu du crime. Alibi indiscutable. Mon ingéniosité m'a fourni les premiers éléments. Pour le reste, j'ai profité des circonstances. L'écharpe de Frank, les 2 verres à whisky, mon voyage à Southampton. Excellente occasion, ce voyage à Southampton. Quand je suis rentré de Londres ce jour-là, après avoir annoncé mon départ à ma femme, je suis monté dans notre chambre, préparer la valise. En cherchant les mouchoirs dans la commode, j'ai mis la main sur l'écharpe mauve. J'ai rejoint Margaret dans le living room. Je me suis versé en whisky. J'ai bu la moitié de mon verre. J'ai tendu le reste à Margaret. Je vais savoir ce que vous pensez, Edgar. Ce que je pensais, c'est qu'il était indispensable qu'on retrouvât à l'autopsie du whisky dans son estomac. À 8 heures, j'ai pris le lunch. Puis je suis allé à l'office. J'ai fermé à clé la porte qui donne sur le jardin et j'ai mis la clé dans ma poche. Plus tard, je m'en suis débarrassé en l'achetant dans le port de Southampton. Je suis monté dans la chambre à coucher chercher la valise. Quand je suis redescendu, Margaret était assise dans le rocking chair. Elle découpait les pages du roman policier que j'avais rapporté de Londres. J'ai attendu qu'elle soit arrivée à la moitié du livre pour agir. Le crépuscule envahissait la pièce. Tout était merveilleusement paisible. L'écharpe était sur la table. Je m'en suis emparé sans que ma femme s'en aperçoive. Je suis passé derrière elle. Je me suis penché pour l'embrasser. Rapidement, j'ai glissé l'écharpe autour de sa gorge. Je me suis rejeté en arrière et j'ai serré. Elle s'est à peine débattue. Le livre et le coupe-papier sont tombés à terre. Quand j'ai eu la certitude qu'elle était morte, j'ai relâché mon étreinte. J'ai ramassé le livre et le coupe-papier, j'ai glissé celui-ci dans le roman, à l'endroit où elle avait cessé de couper les feuilles, entre la page 120 et 121. Puis j'ai reposé le tout sur la table. J'avais caché dans un placard de l'office les 2 verres à whisky trouvés dans le jardin. J'avais pris soin de les rapporter en les tenant avec mon mouchoir pour ne pas effacer les empreintes digitales. Je baissai le store, j'éclairai le living room. L'ombre de Margaret se projetait sur l'étoffe tendue doucement balancée dans le fauteuil. J'avais si soigneusement étudié mon plan que j'agissais presque mécaniquement. Aucune hâte, aucune hésitation, aucune passion. Impossibilité de commettre une erreur dans ces conditions. Autour du coucou-clock. Régler la chaîne des contrepoids, accrocher l'anneau de l'un d'eux au bouton de l'interrupteur. Si mes calculs étaient exacts, la chaîne n'opérerait pas de traction sur le bouton avant 2 heures. Dans 2 heures, je serai à Londres. Je me ferai remarquer au club. Si je pouvais arranger un petit accident de voiture. Avant de sortir, je regardais autour de moi. Tout était à sa place. La machine était bien réglée. Du bout du pied, j'appuyais sur l'extrémité du fauteuil à bascule, en prenant soin de me tenir en dehors de l'écran lumineux que formait le store. De l'extérieur, toute cette mise en scène devait avoir une apparence de vérité, de vie. Le jour se lève, aigu comme une lame d'acier. Une belle journée se prépare que je ne vivrai pas libre. Tant pis. Les 24 heures écoulées m'ont saturé d'émotions pour le reste de ma vie. Elle sera courte. Dans quelques mois, je trébucherai dans la sinistre trappe, la cagoule noire sur le visage, à la place de Frank Hawke. La seule chose que je regrette, c'est que Frank Hawke n'ait pas été pondu. Mais la terrible agonie qu'il a vécue depuis hier matin a dû faire blanchir ses cheveux. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Ces nuits, désormais, ne seront pas sans cauchemar. C'est une consolation.
À la réflexion, il est bien que tout finisse ainsi, que mon crime soit découvert. Crime parfait. Il aurait été regrettable qu'un tel chef-d'œuvre d'ingéniosité reste inconnu. Les événements qui l'ont dénoncé étaient indépendants de sa conception, de sa réalisation, extérieure, si l'on peut dire. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, aurait dit maman. La mienne était ouverte. Un policeman a passé. Il a remonté l'horloge. Un anneau s'est pris malencontreusement dans un interrupteur. Qui aurait pu prévoir cet assemblage de circonstances? Personne, pas même le plus grand génie criminel. Mon amour propre est sauf. Tout s'éveille. McCollins sort de chez lui. Il met en marche la roseuse. On piétine le gravier du jardin. Allons, c'est l'heure. Entrez. Hein? Jean, monsieur. Bonjour, Tom. La boîte de Lémior. Merci. Quelle nouvelle, Tom, ce matin? Vous savez lire? Cette nuit, à la prison de Dartmoor, Frank Hawke a été exécuté. Justice est faite. Ah, justice est faite. Ici prend fin le jeu du mystère et de l'aventure, une émission de Jean-Luc, réalisée par Pierre Billard. Oh